Le jour où j'ai dormi dans ma voiture pour la première fois, j'ai compris que ma belle-fille avait toujours su exactement qui elle était. Moi, il m'aura fallu 60 ans pour le découvrir. Mais laissez-moi commencer par le commencement, 3 semaines plus tôt, quand mon monde s'est écroulé pour la première fois. L'odeur de l'hôpital Saint-Louis colle encore à mes vêtements quand je repense à ce matin de novembre. Cette odeur de désinfectant mélangé à quelque chose d'indéfinissable que seuls ceux qui ont perdu un être cher reconnaissent. Marc venait de fermer les yeux pour la dernière fois, et moi, sa mère, je tenais encore sa main tiède en me répétant que ce n'était pas possible. Pas lui. Pas mon fils de 38 ans, père de 2 petits anges, mari d'une femme que j'avais accueillie dans notre famille comme ma propre fille. Céline se tenait de l'autre côté du lit, les yeux secs, déjà au téléphone avec les pompes funèbres. Il faut être pratique, Françoise, m'avait-elle dit avec cette voix froide que je ne lui connaissais pas. Marc aurait voulu qu'on s'organise rapidement. J'aurais dû entendre l'avertissement dans ce ton. J'aurais dû comprendre que derrière cette efficacité se cachait autre chose. Mais j'étais en état de choc, perdu dans un brouillard de douleur qui m'empêchait de voir les signaux d'alarme. Les obsèques se sont déroulées dans un flou étrange. L'église Saint-Germain était bondée. Marc était aimé de tous, collègue de la banque, ami du lycée, voisin du quartier de Neuilly où nous vivions tous ensemble depuis 5 ans. 5 années durant lesquelles j'avais quitté mon petit appartement de Vincennes pour venir aider ma belle-fille avec les enfants, comme Marc me l'avait demandé après la naissance de Louise. « Maman, tu nous sauves la vie », m'avait-il dit en me serrant dans ses bras. Céline a besoin de reprendre le travail, et avec Thomas qui n'a que 6 mois et Louise qui rentre à l'école. Tu es notre ange gardien. Ange gardien. Le terme résonne amèrement maintenant, quand je repense à la suite. C'est exactement 1 semaine après l'enterrement que Céline m'a demandé de descendre au salon. Les enfants étaient chez ma sœur Monique pour l'après-midi. La maison était silencieuse, trop silencieuse, comme si elle aussi pleurait l'absence de Marc. Je me souviens du bruit de mes pantoufles sur le parquet du couloir, de la lumière grise de décembre qui filtrait à travers les rideaux du salon, de l'odeur du café que Céline venait de préparer. Elle était assise dans le fauteuil de Marc, celui en cuir marron qu'il affectionnait tant pour lire ses dossiers le soir. Ses mains manucurées tenaient une tasse de porcelaine, et ses yeux verts me fixaient avec une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. « Françoise, il faut qu'on parle. » Ces 5 mots ont marqué la fin de ma vie d'avant. « Je comprends que tu sois bouleversée par la mort de Marc, » a-t-elle continué, et sa voix avait cette tonalité mesurée des gens qui ont répété leur discours. « Nous le sommes tous. Mais maintenant, il faut regarder vers l'avenir. » J'ai hoché la tête, pensant qu'elle allait me parler des enfants, de la façon dont nous allions gérer leur chagrin ensemble. J'étais prête à tout pour eux, pour elle aussi. Nous étions une famille. « J'ai besoin d'espace pour faire mon deuil, » a-t-elle poursuivi, et là, quelque chose dans son ton m'a alerté. Les enfants et moi, nous devons apprendre à vivre sans Marc, et ta présence complique les choses. Le café dans ma tasse s'est refroidi d'un coup. Comment ça, ma présence complique les choses? Elle a soupiré, comme si j'étais un enfant difficile qu'il fallait convaincre. Tu représentes le passé, Françoise. Chaque fois que je te vois, je pense à Marc. Les enfants aussi. Ce n'est sain pour personne. Mais je suis leur grand-mère, ai-je murmuré, et ma voix tremblait déjà. Bien sûr, et tu le resteras. Mais tu ne peux plus vivre ici. Le monde s'est arrêté de tourner. Dans le silence qui a suivi, j'entendais le tic-tac de l'horloge comtoise que Marc avait héritée de son grand-père, celle-là même qu'il remontait religieusement chaque dimanche matin. « Tu veux que je parte ?»« Je ne veux pas, Françoise. Je dois. C'est différent. » Elle a posé sa tasse et s'est penchée vers moi, les mains jointes. « Écoute, ne dramatise pas. Tu es une femme forte, tu as 60 ans, pas 80. Tu dois apprendre à te débrouiller seule maintenant. » Apprendre à me débrouiller seule. Comme si j'avais vécu dans le cocon douillet de cette maison par paresse et non par amour pour ma famille. Comme si je n'avais pas vendu mon appartement pour investir dans leur bonheur,
comme si je n'avais pas consacré 5 années de ma vie à élever leurs enfants pendant qu'elle grimpait les échelons dans sa boîte de communication. Et les enfants, ai-je demandé, et c'était la seule question qui comptait vraiment. Les enfants s'adapteront. Ils sont jeunes, ils oublient vite. Ils oublient vite. Mon cœur s'est brisé un peu plus à ces mots. Louise, 8 ans, qui venait se blottir contre moi chaque soir pour que je lui raconte des histoires de son papa quand il était petit. Thomas, 7 ans maintenant, qui m'appelait Mamie Câlin et refusait de s'endormir si je ne lui chantais pas la berceuse que Marc fredonnait dans son bain. Combien de temps j'ai? Une semaine devrait suffire, non. Une semaine. 7 jours pour débarrasser 60 ans de vie, pour trouver où aller avec les maigres économies qui me restaient après avoir tout investi dans cette famille. Une semaine pour dire au revoir aux 2 êtres qui donnaient encore un sens à ma vie depuis la mort de mon fils. J'ai acquiescé parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. J'ai remonté l'escalier vers ma chambre, l'ancienne chambre d'amis que Marc avait réaménagée pour moi avec tant d'amour, et j'ai fermé la porte derrière moi. Puis j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai entendu Céline téléphoner dans le salon. Sa voix portait dans la maison silencieuse. Oui, elle a accepté. Non, ça s'est bien passé, mieux que prévu même. Une semaine, j'ai dit une semaine. Bien sûr que je me sens libre, pour la première fois depuis des années. J'ai fermé les yeux très fort, espérant que c'était un cauchemar. Les 6 jours suivants se sont écoulés dans un brouillard étrange. J'ai commencé à emballer mes affaires, lentement, comme si ralentir le processus pouvait changer quelque chose au résultat. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi grand-mère rangeait ses vêtements dans des cartons. « Tu pars en voyage, mamie ?» m'a demandé Louise, ses grands yeux bleus, les yeux de Marc, pleins d'incompréhension. « En quelque sorte, ma chérie. Mais tu reviens quand ?» J'ai regardé Céline, qui préparait le petit déjeuner sans lever les yeux. « Je ne sais pas encore, Louise. » Thomas est venu se coller contre moi. « Je veux pas que tu partes, Mamie Câlin. » C'est à ce moment-là que Céline s'est retournée, une expression agacée sur le visage. « Thomas, ne sois pas difficile. Grand-mère a ses propres affaires à régler maintenant. » Ses propres affaires. Comme si j'avais négligé des obligations importantes pendant ces 5 années passées à les aimer. Le 7e jour, un dimanche matin brumeux, j'ai chargé ma Renault Clio avec tout ce qui tenait dedans. Céline surveillait depuis la fenêtre de la cuisine, probablement pour s'assurer que je ne prenais rien qui lui appartenait. Les enfants étaient encore au lit. C'était mieux comme ça, je n'aurais pas supporté leurs larmes. J'ai démarré la voiture et j'ai roulé sans destination précise. Où va-t-on quand on a 60 ans, quand on vient de perdre son fils, quand sa belle-fille vous jette dehors et qu'on n'a nulle part où aller? D'abord, j'ai tenté les hôtels bon marché de la banlieue parisienne. Mais avec ma pension de retraite modeste et mes économies limitées, je ne pouvais pas me permettre de dépenser 50 € par nuit indéfiniment. Après 3 nuits à l'hôtel Ibis de Créteil, j'ai compris que je devais trouver une autre solution. C'est comme ça que je me suis retrouvée à dormir dans ma voiture. Le premier soir, je me suis garée dans un parking de supermarché à Vincennes, près de mon ancien quartier. J'avais baissé le siège passager et posé un oreiller contre la vitre. Une couverture de voyage que Marc m'avait offerte pour Noël 3 ans plus tôt me tenait chaud. L'ironie du sort ne m'a pas échappé. Je dormais sous un cadeau de mon fils mort, chassé par sa veuve, dans une voiture garée à quelques rues de l'appartement que j'avais vendu pour les rejoindre. Le froid de novembre s'infiltrait par les joints des portières. Mes os protestaient contre l'inconfort du siège. Mais le pire, c'était l'humiliation. Moi, Françoise Moreau, ancienne employée de banque, mère de famille respectable, grand-mère aimante, je dormais dans la rue comme une clocharde. Les premières nuits, je changeais de parking par peur qu'on me remarque. Carrefour Vincennes le lundi, Leclerc Fontenay le mardi, la place du marché de Saint-Mandé le mercredi. J'apprenais les codes de cette vie invisible, arriver tard, partir tôt, ne jamais stationner au même endroit 2 fois de suite. Le jour, j'errais dans les centres commerciaux pour avoir chaud et accéder aux toilettes.
Je buvais des cafés dans les McDonald's, utilisant le Wi-Fi gratuit pour consulter les petites annonces de location. Mais qui loue un appartement à une femme de 60 ans sans emploi et avec des revenus modestes? C'est au Monoprix de Nation, le jeudi après-midi de ma deuxième semaine de vie nomade, que j'ai aperçu Céline. Elle poussait un caddie, élégante dans son manteau beige, parlant au téléphone en riant. Dans son panier, j'ai reconnu les yaourts préférés des enfants et le jambon blanc que Thomas réclamait pour ses sandwichs. Je me suis caché derrière un présentoir de shampoing, le cœur battant comme une voleuse. C'était pathétique. J'étais devenue pathétique. Mais ce que j'ai entendu m'a glacé jusqu'aux os. Non, non, ça va très bien maintenant, disait-elle dans son téléphone. C'est incroyable comme la maison paraît plus grande sans elle. Oui, exactement, un nouveau départ. Marc n'aurait jamais eu le courage de le faire, mais moi si. Les enfants? Oh, ils s'habituent très vite, tu sais ce que c'est. Elle a raccroché et a continué ses courses en sifflotant. Sifflotant. Comme si elle venait de se débarrasser d'un meuble encombrant et non de la mère de son mari défunt. Cette nuit-là, garée dans le parking souterrain de Bercy Village, j'ai touché le fond. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes larmes sèchent, puis j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Mes cheveux gris étaient ternes, mes yeux cernés, ma peau flétrie par le manque de sommeil. J'avais l'air de ce que j'étais devenue, une femme brisée, abandonnée, invisible. Marc, ai-je murmuré dans l'obscurité de la voiture, ton fils, comment as-tu pu épouser une femme pareille? Et c'est à ce moment précis, comme si mon fils m'avait entendu depuis là-haut, que mon téléphone a sonné. L'écran affichait un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, qui pouvait m'appeler à 22h un jeudi soir. Puis j'ai décroché. Madame Moreau? Françoise Moreau? Oui, c'est moi. Bonsoir madame. Je suis maître Dubois, notaire. J'ai été chargé par votre fils Marc de vous contacter concernant des dispositions testamentaires particulières. Le monde s'est arrêté de tourner pour la deuxième fois en 2 semaines. Je ne comprends pas, ai-je balbutié. Le testament a déjà été lu, maître Dubois. Tout revient à Céline. C'est exactement ce que je pensais également, madame Moreau. Mais votre fils avait préparé un document complémentaire avec des instructions très précises concernant les conditions de son activation. Ma main tremblait si fort que j'avais du mal à tenir le téléphone. Quelles conditions? Votre fils avait prévu que si sa veuve tentait de vous éloigner de vos petits-enfants ou de vous chasser du domicile familial dans l'année suivant son décès, des dispositions spéciales entreraient en vigueur. J'ai fermé les yeux, n'osant pas espérer. Madame Moreau, êtes-vous toujours là? Oui, oui, je suis là. Votre fils m'a laissé une enveloppe scellée avec instruction de l'ouvrir uniquement si certaines circonstances se présentaient. D'après mes informations, ces circonstances se sont malheureusement réalisées. Quelles informations? Marc avait mis en place un système de surveillance, si je puis dire. Il avait demandé à plusieurs personnes de son entourage de me prévenir si sa femme tentait de vous nuire après sa mort. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Qui? Votre sœur Monique, pour commencer, ainsi que Madame Dubois, la directrice de l'école des enfants, et Monsieur Régnier, votre ancien voisin de Vincennes. Marc avait tissé un réseau de protection autour de moi. Mon fils, même mort, continuait à veiller sur sa mère. Madame Moreau, pourriez-vous vous rendre à mon étude demain matin? J'ai des documents très importants à vous remettre. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture pour la dernière fois. Mais cette fois, ce n'était plus par désolation. C'était par anticipation. Le lendemain matin, à 9h précises, j'étais assise dans le bureau de maître Dubois, avenue Foch. L'étude était élégante, feutrée, avec ses bibliothèques de cuir et ses fauteuils profonds qui inspirent confiance. Le notaire, un homme d'une 50aine d'années aux tempes grises, m'a accueilli avec une gravité respectueuse. Madame Moreau, votre fils était un homme remarquablement prévoyant, a-t-il commencé en ouvrant une enveloppe Kraft scellée.
Il est venu me voir 6 mois avant sa mort pour modifier certaines dispositions de son testament. Il savait qu'il allait mourir? Non, madame. Mais il s'inquiétait du comportement de sa femme envers vous. Il m'a parlé de remarques désobligeantes, de tensions qu'il sentait grandir. Marc savait. Mon fils avait vu ce que moi, aveuglé par l'amour familial, je refusais d'admettre. Voici la lettre qu'il a écrite pour vous. Mes mains tremblaient en dépliant les feuillets manuscrits. L'écriture de Marc, cette écriture que je connaissais depuis qu'il avait 6 ans et qu'il me montrait fièrement ses premiers devoirs. Ma maman chérie, si tu lis cette lettre, c'est que mes craintes se sont malheureusement réalisées. C'est que Céline a montré son vrai visage et t'a fait du mal au moment où tu étais le plus vulnérable. J'en suis malade rien qu'en écrivant ces mots, mais je ne peux pas partir sans te protéger. Tu ne le sais pas, mais j'ai découvert des choses sur ma femme ces derniers mois. Des conversations téléphoniques que j'ai surprises, des messages que j'ai vus par inadvertance sur son téléphone. Céline attend ma mort, maman. Elle la souhaite même, parfois. Et elle a déjà planifié de te faire partir dès que je ne serai plus là pour te défendre. Je n'ai pas eu le courage de te le dire de mon vivant. Comment dit-on à sa mère que sa belle-fille la déteste? Comment brise-t-on l'illusion d'une famille unie quand on sait qu'on va bientôt la quitter? Alors j'ai préféré agir. Maître Dubois va t'expliquer les dispositions que j'ai prises. Sache juste que tu es ma mère, que tu as sacrifié ta tranquillité pour notre bonheur, et que jamais je ne permettrai qu'on te traite comme une étrangère dans ta propre famille. Les enfants ont besoin de toi, maman, plus que de leur mère, qui ne les voit que comme des obligations. Tu es leur véritable famille maintenant. Je t'aime, Marc. J'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur cette lettre, pendant que Maître Dubois attendait patiemment que l'émotion retombe. Maintenant, Madame Moreau, laissez-moi vous expliquer les dispositions légales. Ce que j'ai appris dans les minutes qui ont suivi a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Marc avait secrètement modifié son testament. En cas de tentative d'éloignement de ma part par sa veuve, un codicille s'activait automatiquement. Je devenais l'héritière de 7 millions d'euros, l'intégralité de ses placements financiers et de son assurance vie, ainsi que de la moitié de la maison de Neuilly. Mais plus important encore, je devenais la tutrice légale des enfants. Votre fils avait réuni des preuves de la négligence émotionnelle de sa femme envers les enfants, m'a expliqué le notaire. Enregistrement de conversations, témoignages de proches, documentation de ses priorités professionnelles au détriment de la vie familiale. Marc avait tout prévu, tout anticipé. Il avait même enregistré plusieurs conversations où Céline exprimait son impatience de refaire sa vie et de ne plus être entravée par les obligations familiales. Le plus remarquable, a continué Maître Dubois, c'est qu'il avait prévu que ces dispositions ne s'activeraient que si sa femme tentait effectivement de vous nuire. Si elle avait respecté votre place dans la famille, le testament original restait valable. Marc avait donné une chance à Céline de bien agir. Elle avait choisi de révéler sa vraie nature. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, Madame Moreau, nous organisons votre retour à la maison. Avec un huissier, un travailleur social, si nécessaire, les forces de l'ordre. Le jour J est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Maître Dubois avait organisé les choses avec une efficacité remarquable. En moins de 48 heures, tous les documents légaux étaient prêts, toutes les autorisations obtenues. C'était un lundi matin froid de décembre. Je me suis garé dans la rue de la maison, ma maison maintenant, à 9 heures précises. Maître Dubois m'attendait avec l'huissier, Maître Fernandez, ainsi qu'avec Madame Lacroix, l'assistante sociale assignée au dossier des enfants. Nous avons sonné à la porte. Céline a ouvert, encore en peignoir, une tasse de café à la main. Son visage a d'abord exprimé la surprise, puis l'agacement. « Qu'est-ce que vous faites là, Françoise ?»« Bonjour Céline, » ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Je te présente Maître Dubois, le notaire de Marc, Maître Fernandez, huissier de justice, et Madame Lacroix, des services sociaux. »
La tasse de café a tremblé dans sa main. Je ne comprends pas. Maître Dubois s'est avancé. Madame Lemoine, j'ai l'honneur de vous signifier l'activation de dispositions testamentaires particulières laissées par votre défunt époux. Il lui a tendu les documents officiels. J'ai regardé Céline les parcourir, j'ai vu son teint passer du blanc au rouge, puis de nouveau au blanc. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Marc n'aurait jamais? Si, madame. Votre époux avait tout prévu. Les enfants sont descendus, attirés par les voix dans l'entrée. Louise en pyjama Hello Kitty, Thomas avec son doudou sous le bras. Leurs visages se sont illuminés en me voyant. Mamie, ont-ils crié en se précipitant vers moi. Je les ai serrés contre moi, respirant l'odeur de shampoing et de sommeil dans leurs cheveux. Bonjour mes chéris. Grand-mère est revenue. Pour toujours, a demandé Louise. J'ai regardé Céline, qui se tenait figée au milieu de l'entrée, les documents légaux à la main, l'air d'une femme qui vient de voir s'écrouler tous ses plans. Oui, ma chérie. Pour toujours. Madame Lacroix s'est agenouillée à la hauteur des enfants. Louise, Thomas, nous devons discuter avec votre maman et votre grand-mère de certaines choses importantes. Vous voulez bien aller vous habiller pendant ce temps? Ils ont obéi, Louise traînant Thomas vers l'escalier. Avant de disparaître, ma petite fille s'est retournée vers moi. Mamie, tu vas nous faire des crêpes ce soir. Bien sûr, ma puce. Quand nous nous sommes retrouvés entre adultes, l'atmosphère a changé. Céline avait eu le temps de digérer les implications des documents. Vous ne pouvez pas me prendre mes enfants, a-t-elle dit, et pour la première fois depuis que je la connaissais, sa voix tremblait. Personne ne vous prend vos enfants, Madame Lemoine, a répondu Madame Lacroix avec douceur. Mais le tribunal a confirmé que leur grand-mère paternelle était désormais leur tutrice légale principale. Vous gardez bien sur vos droits de visite. Droits de visite. Les rôles s'étaient inversés. Comment Marc a-t-il pu me faire ça? A murmuré Céline, et j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Il ne vous a rien fait, madame, ai-je répondu. Il a juste protégé sa famille. Celle qui méritait d'être protégée. L'huissier a procédé à l'inventaire officiel de mes affaires, celles que j'avais laissées dans la précipitation 2 semaines plus tôt. Tout était là, intact, dans des cartons que Céline avait visiblement préparés pour les jeter. Mes photos de Marc enfant, ai-je murmuré en retrouvant l'album que j'avais craint de perdre à jamais. Je pensais que vous ne reviendriez plus les chercher, a dit Céline d'une voix blanche. Tu pensais beaucoup de choses, visiblement. Le déménagement de Céline s'est fait dans un silence tendu. Elle a empaqué ses affaires avec une précision mécanique, évitant mon regard. Les enfants, eux, nous suivaient partout, encore incrédules de me voir revenir. Mamie, pourquoi maman fait ses valises? M'a demandé Thomas. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que sa mère avait voulu se débarrasser de sa grand-mère et que son père, depuis sa tombe, avait renversé la situation? Maman va habiter ailleurs pendant quelque temps, mon chéri. Mais elle viendra te voir très souvent. Et toi, tu restes? Oui, mon Thomas. Je reste. Il a souri et s'est blotti contre moi. Par-dessus sa tête, j'ai croisé le regard de Céline. Pour la première fois depuis des années, j'y ai lu quelque chose qui ressemblait à du respect. Ou peut-être de la peur. Le soir, quand Céline a fermé la porte derrière elle avec sa dernière valise, quand les représentants de la justice sont repartis, quand les enfants ont fini leurs devoirs et pris leur bain, nous nous sommes retrouvés tous les 3 dans la cuisine. J'ai fait des crêpes, comme promis. Louise mélangeait la pâte pendant que Thomas comptait les œufs. L'odeur du beurre qui grésillait dans la poêle a rempli la cuisine, chassant les derniers fantômes de ces semaines terribles. « Mamie, m'a dit Louise en s'asseyant à table, papa il savait que tu reviendrais. » J'ai réfléchi à sa question en retournant une crêpe. Comment répondre sans mentir, sans dire toute la vérité? Papa savait que je vous aimais trop pour vous abandonner, ma chérie. Et maintenant on sera toujours ensemble. Toujours. Cette nuit-là, après avoir bordé les enfants dans leur lit,
Après leur avoir chanté la berceuse que Marc fredonnait autrefois, je me suis installée dans le salon. Dans le fauteuil en cuir marron, celui de mon fils. J'ai sorti son téléphone, que j'avais retrouvé dans ses affaires personnelles, et j'ai écouté les enregistrements que Maître Dubois m'avait remis. La voix de Marc, grave et déterminée. Si ma mère écoute ceci, c'est que j'ai eu raison de me méfier. Maman, je suis désolée de ne pas avoir eu le courage de te dire la vérité de mon vivant. Mais maintenant, tu sais tout. Maintenant, tu peux reprendre ta place. Sa place. J'ai regardé autour de moi, cette maison que j'avais cru perdue à jamais, ces murs qui résonnaient encore des rires de mes petits-enfants. Dehors, la neige commençait à tomber, recouvrant d'un manteau blanc les jardins de Neuilly. Mon téléphone a vibré. Un message de Céline. Françoise, je peux voir les enfants mercredi après-midi. J'ai tapé ma réponse, bien sûr. Ils seront contents de te voir. Parce que au final, malgré tout ce qu'elle m'avait fait subir, elle restait leur mère. Et moi, j'étais redevenue ce que j'avais toujours été, leur grand-mère, leur protectrice, leur foyer. Marc avait eu raison depuis le début. J'étais vraiment leur ange gardien. Et cette fois, plus personne ne pourrait me chasser du paradis.